ont cette perception de Lamartine parce qu'ils ont été marqués par l'apprentissage scolaire de Lamartine. Pour toute une génération, jusqu'à ces dernières années, Lamartine était enseigné à l'école. Maintenant, les enfants l'ont encore, mais beaucoup moins. Et en Mâconnais, quand même, le souvenir de Lamartine est maintenu dans le système scolaire. Mais quelquefois, l'école ennuie et on pense que les auteurs dont on parle sont aussi ennuyeux. Ben, c'est contre cette idée-là que j'essaye de parler et d'écrire sur Lamartine. Lamartine a commencé sa vie de célébrité en 1820 en publiant des méditations poétiques. C'est ça qui l'a rendu célèbre et souvent on lui a mis le tampon du poète universel et permanent. Or, c'est pas du tout ça. La poésie, c'est quand même d'abord de la sensibilité. La sensibilité ne s'écrit pas que dans des vers. Et lui, il a bien montré, parce qu'il a écrit beaucoup plus de choses que de la poésie. Et il a toujours, même dans ses discours politiques, il a été quand même député pendant presque 20 ans, il fait toujours preuve de sensibilité. Je pense qu'on peut toujours commencer à étudier ou à venir ou à revenir à Lamartine par sa poésie. Parce que c'est incontestable, il a des choses très fraîches, très émouvantes, tristes, etc. Il a joué sur toutes les gammes. Ce que je retiendrai, c'est d'abord un être sensible. Et l'être sensible, il s'exprime dans de la poésie au sens étroit du terme, qui est de la versification, mais il exprime aussi sa sensibilité dans des écrits en prose, et qu'ils soient des écrits politiques, historiques, des récits de voyage, etc. Il peut lire aussi ses voyages, qui sont passionnants, notamment ses voyages en Orient, que je connais bien puisque j'ai contribué à des rééditions de ces 2 voyages en Orient. Autour du toit qui nous vit naître, un pampre étalait ses rameaux. Ses grains dorés vers la fenêtre attiraient les petits oiseaux. Ma mère, étendant sa main blanche, rapprochait les grappes de miel, et ses enfants suçaient la branche qu'ils rendaient aux oiseaux du ciel. L'oiseau n'est plus, la mer est morte, le vieux cèpe languit jaunissant, l'herbe d'hiver croît sur la porte, et moi, je pleure en y pensant. C'est pourquoi la vigne enlacée aux mémoires de mon berceau porte à mon âme une pensée et doit ramper sur mon tombeau. C'est l'homme qui a marqué la révolution de 1848 et l'instauration de la Deuxième République. Donc il y a tout un pan de Lamartine qui est l'homme politique, le penseur du temps. Sa carrière politique, on va dire, au sens strict, que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un élu, un représentant du peuple. Elle commence en 1833 comme député. La plupart du temps de Saône-et-Loire, mais quelquefois d'autres départements, selon le mode électoral. Dans cette période-là, il a quand même beaucoup œuvré pour des grandes causes nationales. Alors on le sait, par exemple, comme adversaire de l'esclavage. La lutte, elle était d'abord pour la liberté des esclaves. C'était à nouveau ce mot-clé de la République qui était la liberté pour tous les autres, tous les hommes. Et ce personnage a quelque chose de paradoxal. C'est un fils d'aristocrate. C'était des grandes familles de l'Ancien Régime. En Mâconnais, la famille de Lamartine en était une, mais il y en avait d'autres. Il y avait par exemple les Lacretel, qui étaient des amis aussi. Ces gens-là se connaissaient. Ils avaient leur maison d'hiver à Mâcon, c'était un hôtel particulier, et ils avaient le domaine pour le reste de l'année, notamment les vignobles, et pour Lamartine, c'était tout à fait le cas. C'était l'habitude que les gens aisés, plus aristocrates encore que bourgeois, vivaient comme ça. Les grands clivages politiques qu'on appellerait aujourd'hui droite-gauche ou sociale plus ou moins, ou etc., traversaient la famille. Et chez Lamartine, c'était très net. Il avait son oncle, qui était un homme très avancé, on va dire, pour son temps. Lui-même, Alphonse, s'est inscrit dans ce sillon, c'est-à-dire il faut faire du social au sens de l'Évangile. Leur modèle social, c'était quand même la parole de Jésus. Je vais un peu vite en disant ça, mais je crois que c'est quand même l'essentiel, on le comprend comme ça. Autrement dit, il faut faire le bien autour de nous. Ça ne met pas du tout en cause l'existence des aristocrates, des riches, des pauvres, mais le riche a pour devoir, devant Dieu, d'aider le pauvre et d'être charitable. Voilà. Sa mère était parfaitement l'illustration de
de cette manière de vivre. Il faut aider les pauvres, et c'est notre fonction en tant que riches. Lamartine et la religion, il y a une continuité et il y a quelques ruptures. La continuité, c'est qu'il affirme toujours qu'il conserve la foi jusqu'à sa mort. Il a toujours quand même eu une référence à Dieu. Il faut partir de là, c'est-à-dire que même juste dans ces dernières années, il ne désespère pas de Dieu. Mais vous voyez, ce n'est pas le Dieu du Vatican, ce n'est pas le Dieu du pape, ça certainement. C'est-à-dire, je crois qu'il est très, très méfiant à l'égard de l'appareil de l'Église. Par contre, qu'il y ait une relation de l'individu avec quelque chose qui nous dépasse, je pense que oui, et ça l'a guidé toute sa vie. Ces grands combats, donc le socle, je dirais, c'est quand même la charité chrétienne, prise au bon sens du terme, il me semble. C'est-à-dire qui est le fait de l'individu, de la volonté de l'individu, plus que de ce qui est dicté par l'Église. L'abolition de l'esclavage, c'est bien l'idée de liberté et de solidarité qui est prônée. En tant que député, et même avant, anti-napoléonien et anti-royaliste. Pendant toutes les années 1820 jusqu'à la Révolution de 1830, il soutenait quand même assez nettement le régime de la Restauration, celui qui avait succédé à Napoléon, qui était assez honni de sa famille d'aristocrates. Il bascule, il explique ça dans ses écrits, notamment Pour une politique rationnelle. Il explique que finalement c'est le régime de la République qui serait le plus juste, à nouveau, le plus juste, le plus égalitaire. Et le régime de la République, il doit emporter le suffrage universel, il doit être soutenu par le suffrage universel. Et c'est lui qui, le premier, le fait appliquer en 1848, aux élections d'une constituante en avril 1848. Au moment du début de la révolution de 1848, en février 1848, en gros, le roi Louis-Philippe est mis à bas, il démissionne, il part. Des gens voulaient qu'on installe une régence et avaient sollicité Lamartine pour qu'il soit régent, c'est-à-dire qu'il assure la transition pour revenir à la royauté. Et là, son choix était très net, c'est-à-dire non, la royauté a fait la preuve de son incapacité, hélas pour lui, et c'est la République qu'il faut instaurer. Se poser la question du symbole de la République, c'est-à-dire du drapeau. Le drapeau tricolore avait déjà été utilisé, inauguré au moment de la Révolution de 89. Et au moment de la Révolution de 48, il y a un mouvement populaire ouvrier, très politisé, mais extrêmement divers, dans lequel il y avait des socialistes, il y avait ce qu'on pourrait appeler des anarchistes aussi, il y avait le début des communistes, c'est le terme utilisé, qui disent non, le drapeau de la nation, dans une période de révolution, doit être le drapeau rouge. Et Lamartine a fait, on le sait bien, puisque c'est rentré dans la légende, il y a il y a un grand tableau qui le montre devant l'hôtel de ville de Paris, tenant le drapeau tricolore et faisant acclamer le drapeau tricolore. Et à partir de ça, même les députés n'ont pas pu le renier. À cette époque, les grands empires de l'Europe, c'était l'Empire ottoman, enfin, qui venait jusqu'aux limites de l'Europe, mais qui avait une influence, surtout l'Autriche-Hongrie, la Russie et ce qui était plus ou moins la Prusse et la future Allemagne. Voilà. Et de l'autre côté, l'Angleterre, toujours en combat ou en hostilité ou en rivalité plutôt avec la France. C'est un type qui a passé quand même en Méditerranée, dans les îles de la Méditerranée, dans la révolution grecque, la situation de la Turquie, le problème de la sécession de l'Égypte. Il connaît bien ces choses, il a quand même beaucoup parlé, beaucoup lu. Son rôle de diplomate, son expérience de diplomate en Italie, comme étant une ouverture sur la vie internationale à l'Europe, c'est-à-dire connaissant de la multiplicité des États italiens à cette époque-là et des luttes des grandes puissances européennes pour mettre la main sur l'Italie. Il a appris réellement le fonctionnement des États, c'est-à-dire essentiellement les réalités, le rôle des armées, le rôle des diplomates.
je pense que ce n'est pas par hasard qu'il a été désigné ministre des Affaires étrangères en 1848. Il a fait un très beau texte pacifiste à nouveau en 1848, au début de la proclamation de la Deuxième République. C'est un message aux nations européennes, c'est-à-dire à ces fameux grands empires et aux plus petits, et dans lesquels il dit « La République n'a pas vocation à faire la guerre. La guerre n'est pas la politique de la République. » C'était pour se démarquer à l'évidence de l'époque napoléonienne. Et la Deuxième République, portée par un bonhomme comme Lamartine, c'est une résurrection de la République, c'est une résurrection de la nation française avec une place qu'elle doit prendre naturellement et paisiblement en Europe.